Beaucoup semblaient la connaître, et en effet, par-delà les contrées, son nom habitait les cœurs des hommes. On racontait ses aventures dont personne pourtant n'avait été témoin. Il est incontestable cependant que les cerisiers fleurissent au printemps. Alors pourquoi douter de la longue chevelure et du visage angélique de la belle ? Avant que le sommeil ne les mène dans les mondes inaccessibles, les mères racontaient à leurs fils et filles l'histoire de Manisanda, fille unique de Fédéris et d'Argamine. Elle était née une nuit de pleine lune, celle que l'on appelle Manisanda. Lorsque l'enfant poussa son premier cri, tous les hommes et les animaux se réveillèrent comme si les premières lueurs du jour déjà étaient là. Le vent semblait répandre un chant doux et énigmatique, comme échappé d'un profond mystère. Chacun put ressentir, malgré le froid glacial, une chaleur enveloppait les corps, un peu comme si un immense feu ranimait tout le pays engourdi par l'hiver. Cette nuit-là, toutes les mères à 1000 lieues à la ronde berçaient de cœur leurs enfants en chuchotant des gentillesses pour les rendormir. Les hommes, quant à eux, étonnés mais attachés au sommeil qu'ils considéraient comme une richesse, tentaient de faire taire les ânes, les coqs et les pintades, mais sans succès. Les animaux cette nuit-là riaient de leurs agitations, car leur cœur de bête n'avait pas oublié à quoi ressemble le murmure d'une grande naissance. Les vieux, que l'expérience et la vie avaient griffés, en gravant lentement sur leur visage des rides profondes, se disaient depuis leur couche que toutes les grandes légendes sont précédées par le frémissement du monde, et le monde frémit lorsque les anges battent des ailes. Manisanda, fille unique de Fédéris et d'Argamine, ne se contentait pas de grandir tout comme les enfants de son âge. Elle fleurissait tout à la fois violette, rose ou coquelicot. Elle embaumait le cœur de quiconque se tenait près d'elle. La délicatesse de ses gestes, le perçant de son regard, avait le pouvoir de pacifier une cohorte entière de guerriers affamés. Les gémissants du monde arrivaient de terre reculée pour plonger dans son sourire, ce sourire qui puisait sa source dans le plus fécond des âges, et ils en ressortaient lavés, frais, jeunes comme l'eau vive. On venait de partout pour voir Manisanda, et on gardait un peu ses distances aussi, de peur de trop s'en approcher, parce qu'à vouloir toucher le soleil on finit brûlé, tout consumé de trop d'éclat. Elle disparaissait parfois de longues semaines. On raconte que durant tout ce temps, elle étudiait et forgeait sa connaissance avec le feu des manuscrits, des textes sacrés et des poèmes qui lui avaient été offerts par les voyageurs, les arpenteurs de l'horizon. Manisanda, au fil des saisons, était devenue une belle jeune femme. Il ne coulait dans ses veines aucun sang royal, et pourtant elle avait sans le vouloir l'allure et la grâce d'une grande souveraine. Ses gestes semblaient effleurer le monde, parce que tout lui paraissait infiniment précieux. Elle regardait avec pudeur et silence chaque chose, chaque être, comme s'il portait en eux le plus inestimable des secrets. Mais tout le monde n'était pas digne de ce regard. Certains hommes avaient entendu parler de Manisanda et voulaient l'épouser. Ils venaient demander sa main à Fédéris et tentaient de marchander comme à la foire la destinée de sa fille unique. D'autres imaginaient séduire la belle avec de riches parures, des parfums, des fards et des onguents. Tout enorgueillis de leur richesse et sûrs de leur rang, ils voulaient posséder la beauté parce qu'ils croyaient qu'il était possible de tout corrompre. Mais les pires d'entre ces prétendants étaient ceux qui venaient lui parler d'amour, alors que leurs gestes, leurs promesses et leurs certitudes assuraient qu'ils n'y avaient jamais pleinement goûté. Et ils repartaient, tous ces hommes, pétris d'amertume et de ressentiment. Ils se consolaient dans les bras et les jupes d'intrigantes qui voyaient là une occasion de sortir de l'ombre de Manisanda. Cyniquement, elles instillaient en eux un désir de vengeance.
Comment avait-elle pu ne pas céder à leur charme? C'est bien qu'elle devait être une coquette, une traîtresse, nul doute, qui complote avec l'ennemi. Ne l'avait-on pas vue entourée d'étrangers qui lui remettaient manuscrits et parchemins? Pourquoi venait-il la voir de si loin, si ce n'est pour amener dans leur funeste besace des informations indispensables au projet d'un tyran insatiable en quête de nouvelles terres? Ils répandaient leurs propos pleins de fiel et venaient semer le doute. Ils effrayaient les petites gens en prédisant des lendemains épouvantables pleins d'envahisseurs, de guerre, de larmes et de sang. Sans doute les soldats étaient-ils déjà en route, avertissaient-ils. Et les petites gens qui avaient la mémoire courte, la crédulité large et surtout le cœur infidèle avaient soudainement peur. La maladie inoculée par les serpents incubait et entamait sa fatale étreinte. Les premiers symptômes apparurent. Les villageois d'abord perdirent peu à peu la vue. Les fleurs du pays leur paraissaient aussi grises que le ciel menaçant avant l'orage. Leur monde rétrécissait à mesure que leur inquiétude croissait. La musique, les danses, les jeux d'enfants, les contes et les légendes avaient disparu, cédant leur place aux complaintes et aux gênements. Leurs yeux déformaient tout, et bientôt leurs visions devinrent grimaçantes. Plus aucun rossignol ne les égayait. Ils étaient devenus sourds au chant du monde. Ils n'entendaient plus que le râle des mourants et leurs pensées obsédantes. Puis vint le souffle. Ils haletaient comme des bêtes de somme. L'air qui les entourait était devenu âcre et mortifiait l'intérieur de leur corps, si bien que tout élan vital les quittait en les glissant dans une torpeur ankylosante. Le cœur enfin subit la constriction létale et emporta dans son agonie la joie, la tendresse et la loyauté des hommes. Manisanda, quant à elle, continuait de vivre comme si elle était étrangère à la calamité qui se jouait toute proche. Rien ne semblait entamer ni la beauté de ses traits, ni le parfum de ses vertus. Du moins, pour ceux qui avaient échappé au mal et avaient gardé intact le souvenir de leur véritable nature. Mais un jour, alors qu'elle était occupée dans sa chambre à broder l'encolure d'une robe de sandales, Manisanda sursauta en entendant crier fracas depuis le perron de la porte. Au loin, on pouvait entendre les clameurs de la foule qui se rapprochait dangereusement. Fédéris et Argamine, accompagnés de quelques amis et d'enfants apeurés, étaient arrivés époumonés jusque-là pour la prévenir. Un cheval était sellé et prêt à partir. Manisanda devait fuir à tout prix au plus vite. Sa vie était en danger. Dehors, les malheureux étaient prêts à tout pour en finir avec cette félonne qui ne leur augurait qu'épreuves, famine et affliction. Ils étaient armés de fourches et de bâtons, ivres d'ignorance et de mauvais vin. Ils invectivaient, féroces, abrutis par le nombre et par la sécheresse de leur cœur. Manisanda resta étrangement calme. Elle essuya le front fiévreux de sa mère et lui arrangea délicatement sa coiffure. Elle fit s'asseoir tout le monde et, sans empressement, servit du bouillon pour apaiser un peu les esprits. Et puis elle caressa le menton des enfants qui si vite savent retrouver le sourire. Mais lorsqu'elle releva la tête, son regard croisa celui de Fédéris accablé. Ils se dévisagèrent longtemps, et elle put ressentir de tout son être la peine abyssale qui l'étranglait. Elle vit naître dans ses grands yeux verts des larmes de douleur. Fédéris, son père bien-aimé, pleurait. On raconte qu'à cet instant précis, le monde s'arrêta 7 secondes, le temps exact qu'il fallut pour que se hausse en Manisanda une colère phénoménale. La terre brutalement se mit à trembler. Le ciel se couvrit de nuages noirs. Le vent se leva, se fit tempête, et la foule épouvantée détala en s'égosillant comme gibier traqué. Les arbres décapités ou déracinés frappaient le sol et éventraient les toits de chaume. La rivière gonflait et se faisait torrent, emportant dans son tumulte tout sur son passage.
Dans son hémorragie, les flots noyèrent les champs d'orge, d'avoine et de froment. Les villageois s'étaient réfugiés dans la chapelle et priaient. Ils imploraient le ciel, agenouillés et grelottants, inconscients d'être eux-mêmes les artisans de leur mauvaise fortune. Cette journée de mémoire d'homme fut le plus effroyable déchaînement des éléments qu'ils n'avaient jamais supporté. Cependant, dans la nuit, la pluie et le vent finirent par se calmer et s'en allèrent plus loin, laissant derrière eux une terre meurtrie et désolée. Cette inoubliable nuit-là, Manisanda, fille unique de Fédéris et d'Argamine, malgré les mises en garde, décida de sortir et conforter le cheval qui ruait, encore affolé par les événements. Le palefroid s'apaisa sous la caresse de la belle, mais elle distingua au loin le cri d'une agnelle qui parvenait de derrière la tenure. Elle partit dans sa direction, sans doute dans l'idée de la ramener dans la bergerie. Elle franchit péniblement les branches d'arbres et les mares de boue en s'effaçant lentement dans la pénombre. Graduellement, tout devint silencieux, et on n'entendit plus un bruit, plus un craquement, plus rien pendant de longues minutes qui semblaient l'éternité. Et personne n'aurait osé rompre ce grand silence et profaner ce grand mutisme du monde. Puis le monde frémit, un chant doux et énigmatique se fit entendre, et un à un les hommes s'endormirent. Manisanda ne rentra pas. Le lendemain et les jours suivants, elle resta introuvable, comme évaporée dans l'obscurité. Fou de douleur, ses amis, ses proches la cherchaient soir et matin, partout, dans les grottes, les forêts, sur les chemins, dans les abris, mais rien. Le temps passait et on ne trouvait aucun signe, aucune trace de Manisanda. Pas plus d'ailleurs qu'une annonce de guerre. Pris de remords, même les villageois la cherchaient. Mais les enfants qui regardaient les adultes faire leur disaient que c'était ailleurs qu'il fallait désormais la chercher. Parce que lors de l'inoubliable nuit, ils avaient vu Manisanda depuis l'embrasure de la chapelle, emportée délicatement par la main du vent. Depuis ces temps, des générations d'hommes partent à la recherche de la belle à travers bois, déserts, steppes et montagnes. Ils partent en quête de l'ailleurs, cette zone qui n'est signalée par aucun cartographe, mais que pourtant les plus valeureux trouvent parfois.